Quand vous avez la chance de présenter une émission dans un lieu comme celui-ci, il est tentant d'user, d'abuser de mots de superlatifs, grandiose, exceptionnel, incroyable. Même si vous savez très bien que cette caverne, en fait, est un facsimilé, une reproduction tout à fait contemporaine d'une grotte ornée il y a certes 36 000 ans. En fait, quand vous entrez ici, vous ressentez des sensations, l'odeur, la fraîcheur du lieu, l'humidité, et puis vous ressentez une émotion toute personnelle qui vous incite presque au silence. Bonjour à tous, toute l'équipe de La Voix est libre est très heureuse de vous accueillir ce matin dans la caverne du Pont d'Arc. Bienvenue donc dans cette Voix libre spéciale préparée par les équipes de France 3 Rhône-Alpes, Alpes et Auvergne. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h20 pour parler de la caverne bien sûr, mais aussi et surtout du tourisme en Rhône-Alpes-Auvergne. Nous aurons un certain nombre d'invités et puis des reportages tout au long de cette émission. L'enjeu, l'occasion en or, l'occasion en ocre si je puis dire, nous est offerte aujourd'hui par l'ouverture au public de la caverne du Pont d'Arc. Il y a 20 ans, non loin d'ici, la grotte Chauvet était découverte par 3 spéléologues. À l'intérieur, des dessins qui vont bousculer toutes nos connaissances sur l'histoire humaine, des bisons, des lions, des rhinocéros et puis des chevaux par centaines exécutés au charbon de bois. Et puis à l'ocre, il y a 36 millénaires par nos ancêtres qui ne s'appelaient pas les Ardéchois, mais les Aurignaciens. Depuis, le lieu original, le lieu originel est fermé au public pour d'évidentes raisons de conservation. C'est donc cette découverte minutieusement reconstituée qui est enfin visible aujourd'hui par tous et que vous allez nous faire découvrir, Bérangère Bourgeot. Et pour cela, vous n'êtes pas toute seule. Effectivement, Olivier, je ne suis pas seule. Je suis avec une vingtaine d'invités. Parmi eux, des téléspectateurs. Ils ont eu la chance de gagner une visite du site. Ils étaient plus de 500 à participer à notre quiz. Alors, ils viennent du Puy-de-Dôme, de la Loire, de la Drôme, du Rhône. Il y a aussi quelques touristes, des Allemands, des Picards, des Parisiens. Ils vont visiter l'ensemble du site de la caverne. Ils termineront par la galerie des Aurignaciens. Mais pour l'instant, nous sommes dans la grotte, dans la fameuse réplique. Nous venons tout juste de passer la porte d'entrée. Nous sommes aux prémices, les premières esquisses. Ils viennent tout juste de découvrir ce spectacle devant leurs yeux. Je vais donc rejoindre nos invités qui sont dans le thème de l'émission que vous avez choisi. Ce sont les premiers concernés. Ce sont des touristes. Je vous dis à tout à l'heure. On est au tout début de la saison touristique en Rhône-Alpes-Auvergne, ce que l'on appelle dans le jargon les ailes de la saison d'été, car vous l'avez compris, l'enjeu de ce lieu, c'est un enjeu culturel bien sûr, mais pas seulement, c'est un enjeu touristique et économique pour la région Rhône-Alpes-Auvergne en général et pour le département de l'Ardèche en particulier. Bonjour Gilles Breiss, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'agence de développement touristique du département de l'Ardèche. En quelques mots, l'objectif en termes de fréquentation de ce lieu, quel est-il ? L'objectif est d'accueillir ici entre 350 000 et 400 000 visiteurs par an. Voilà les projections que nous avions faites pour réaliser cette restitution. Au maximum, combien de personnes on peut accueillir ici chaque jour ? Chaque jour, le maximum serait de 4 000 euros. De 4 000 visiteurs, pardon. Quel type de clientèle vous allez chercher à essayer d'attirer dans ce lieu ? Vous savez, l'Ardèche est déjà une destination très touristique, mais très touristique pour les loisirs de pleine nature, les sports, les grands espaces. Et justement, la nouvelle notoriété de l'Ardèche, avec ce joyau de l'humanité restitué, c'est de pouvoir attirer d'autres clientèles, des clientèles passionnées de culture, de patrimoine, qui ne sont pas nos clientèles habituelles. Ce qui veut dire donc une mutation un peu dans l'offre touristique, dans l'image touristique. Alors, je dirais une mutation, mais c'est un ajout. Hein. Ça veut dire qu'on va doubler la valeur touristique de l'Ardèche. On va garder ce capital nature, grands espaces, loisirs, et on va y ajouter une dimension patrimoniale et culturelle de positionnement international, intéresser de nouvelles clientèles et notamment des clientèles lointaines. J'allais me parler de la clientèle internationale. Aujourd'hui, vous espérez quoi ? Attirer des Asiatiques, des Américains, et puis on se dit toujours, mais ces gens-là, ils viennent souvent dans des hôtels de grand standing que vous n'avez pas aujourd'hui en Ardèche. Alors, nous avons une capacité d'hébergement assez importante en Ardèche, 281 000 lits touristiques, presque autant que d'Ardéchois. Cependant, effectivement, nous n'avons pas de l'hôtellerie de standard international, du 4-5 étoiles, que peuvent effectivement exiger ces clientèles.
Malgré tout, on est en économie réelle. Rarement l'offre devance la demande. Nous sommes dans le viseur des investisseurs hôteliers. Il y en a déjà qui se sont manifestés. Il faut que les constats soient faits. Sont déjà venus, nous en avons rencontré, effectivement. Des réserves foncières sont faites mais ça pour prendra installer. Un petit peu de temps, non? Voilà, je crois que l'horizon, c'est 2 ans. Voilà. Alors j'en profite pour rappeler que le département de l'Ardèche est le champion de toute catégorie dans la région des campings. Oui. On en compte 260, 22 226 emplacements. Et à votre avis, quelle est la commune en Ardèche qui a le plus de campings? Vallon-Pont d'Arc, bien sûr. Évidemment, Vallon-Pont d'Arc, c'est 2500 emplacements. Est-ce que eux aussi, je dirais, vont changer leurs habitudes pour essayer de s'adapter? Je crois qu'une mutation est en route. On aperçoit aujourd'hui les grands campings investir dans de l'habitation de loisirs luxueuse. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des mobil-homes de standard 4 étoiles qui sont des véritables chambres d'hôtel hors saison. Les campings sont en train de couvrir leurs piscines, ce qui est un signe aussi de cette volonté et de cette opportunité de l'élargissement de la saison. Je voudrais juste revenir sur la mutation dont on parlait tout à l'heure. Pas simple quand même, j'imagine, de convaincre les professionnels du tourisme de faire le pari de la caverne. Alors, je crois. C'est une véritable opportunité. Tous les territoires touristiques de France et de Navarre voudraient développer les ailes de saison. On a là une véritable opportunité. Je crois que ça peut être un déclencheur d'un raisonnement différent et de stratégie d'accueil à l'année. Oui, parce que l'enjeu, c'est de les garder à l'année. C'est pas de les garder Bien sûr, simplement sur le cœur de saison des visiteurs toute l'année, et même un enjeu qui est de faire en sorte que cette nouvelle affluence profite à toute la destination Ardèche, parce que l'Ardèche est bien une destination, et même au-delà à Rhône-Alpes, et demain Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Un nouveau site UNESCO en Ardèche, en résonance avec Lyon, deuxième site UNESCO de Rhône-Alpes, il y a peut-être des choses à envisager. Alors moi, je suis venu en voiture. Je n'ai pas vu sur l'autoroute de panneaux me disant la caverne du Pont d'Arc. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les nœuds, je dirais à la fois autoroutiers, même les nœuds ferroviaires, vous allez avoir aussi là-dessus une politique commerciale qui permettra de dire aux touristes, venez nous voir? Oui, et parce que ça se joue là vous aussi, savez, en Ardèche, le train a des roues, donc voilà. Oui, parce qu'il faut bien expliquer, l'Ardèche est le seul département où il n'y a pas de train, il n'y a pas d'autoroute non plus. Vous savez que c'est peut-être un bel avantage concurrentiel quand on fait du marketing touristique, pas d'autoroute, pas de train de voyageurs. Il n'empêche que ces nœuds, en fait, voilà, les nœuds sont tout proches. Voilà. Le TGV Valence, l'autoroute qui borde l'Ardèche sur 110 km de vallée du Rhône, les accès sont là. C'est des questions de signalétique et d'intermodalité des transports. Merci beaucoup Gilles Brice et tous nos vœux de réussite. Allez, on va retrouver notre guide et son groupe de touristes dans la caverne Bérengère. Où êtes-vous donc et que voyez-vous ? Alors Olivier, nous sommes devant le panneau des points paumes. Il y a une multitude de points marqués par la paume des Aurignaciens avec de l'ocre rouge. À voir la réaction des visiteurs, le spectacle a l'air de leur plaire. On dirait que le tourisme culturel est un bon créneau. Je vais d'ailleurs leur poser la question. Monsieur, d'où venez-vous ? De Lyon. Pardon ? De Lyon. Est-ce que vous êtes plutôt touriste culturel ? Est-ce que vous êtes sportif ? Est-ce que vous... Sportif, je n'ai jamais été beaucoup. Je suis plutôt culturel, oui, bien sûr. Oui. Et alors, que pensez-vous de ce que vous voyez aujourd'hui ? Je suis sidéré. Je ne pensais pas trouver tout ça. Et la façon dont ça a été fait, c'est extraordinaire. Moi, je suis plutôt dans la visite guidée également, oui. Dans le sens où on peut, ce que l'on voit prend un sens. On a la chance d'avoir un guide qui connaît l'histoire, qui nous transmet l'histoire, qui nous fait vivre l'histoire du lieu. Je voulais savoir qu'est-ce qui motive vos départs en vacances. Est-ce que vous recherchez plutôt du sport, de la nature, la randonnée, des biens culturels ? Randonnée, la tranquillité, après la montagne, la mer, si possible sans trop de monde. Voilà, on va retrouver Bérengère et ses invités tout au long de cette émission. On est là maintenant sur le plateau qu'on a installé donc sur un des spots, si je puis dire, de la caverne du Pont d'Arc. Et à mes côtés, mes premiers invités. Bonjour Claude Comet. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale déléguée au tourisme en Rhône-Alpes. Je précise également que vous êtes maire d'une petite commune de l'Ain. Face à vous, Jean Pinard, bonjour. Vous êtes consultant spécialisé en tourisme.
très connu dans le milieu, hein, je ne me trompe pas. Vous avez également dirigé le comité départemental du Puy-de-Dôme, le comité régional de tourisme en Auvergne, et vous avez lancé l'association Auvergne Nouveau Monde, qui a beaucoup notamment travaillé sur l'attractivité. On va reparler tout à l'heure, mais d'abord je voudrais avoir vos impressions à tous les yeux sur ce lieu. Ah mais c'est absolument magique. C'est un jour absolument exceptionnel aujourd'hui, parce que ce travail de 17 ans est livré au public. Et il va vivre sa vie. Gilles Brest disait qu'ils attendaient beaucoup. Et c'est vrai que ça y est, c'est une destination touristique qui s'ouvre. Pour nous, spécialistes du tourisme, c'est extraordinaire. Une merveille comme ça, recomposée derrière. Là, il y a une émotion rien que dans le dessin de ces chevaux. Et ça, redonné au public, c'est une destination nouvelle, touristique, qui se crée. Jean Pinard, vous êtes un professionnel du tourisme. On ressent encore un peu d'émotion ou finalement on sent le poids de l'histoire quand même sur les épaules quand on rentre dans cette caverne. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est finalement un site qui a 36 000 ans, mais qui, en tant que produit touristique, n'existait pas il y a 10 ans. Parce qu'on l'a découvert il y a 10 ans, et on en a fait quelque chose qui, aujourd'hui, va attirer des gens du monde entier. Je trouve que c'est ça qui est assez extraordinaire, et c'est la réplique qui est donnée, l'humidité, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation, c'est assez bluffant. Et moi, je trouve que c'est vraiment très, très réussi. Alors, le tourisme en Rhône-Alpes-Auvergne, ça pèse quoi? Eh bien, ça pèse ça. J'ai choisi un indicateur, la consommation touristique intérieure, 20 milliards sur Rhône-Alpes-Auvergne et plus, vous allez le voir, de 8% du produit intérieur brut. Alors la richesse, je vous l'explique, c'est l'ensemble des dépenses consacrées au tourisme, celles des visiteurs, les transports, les dépenses préalables et puis aussi les dépenses des pouvoirs publics et des administrations. Le tourisme en Rhône-Alpes-Auvergne, c'est à peu près 140 000 emplois. Alors, madame, monsieur, on parle souvent d'industrie touristique, mais est-ce que on considère véritablement le tourisme comme une industrie dans votre milieu et à l'extérieur? Parce que j'ai parfois l'impression que le tourisme s'est perçu comme une activité, on va dire, facile. Et je crois que c'est de moins en moins compris comme quelque chose de cueillette. On comprend bien qu'il y a de l'économie, qu'il y a de la richesse à créer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de la richesse locale qui profite au territoire. Et ça, je pense que oui, il y a eu un pas qui a été franchi, mais il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 4, 5 ans, 6 ans. Parce que les chiffres, c'est quand même important et on sent qu'il y a du potentiel. Et il y a un potentiel et ça n'était pas perçu comme ça. Et ça l'est, ça y est. Donc on voit bien que derrière, eh bien, ça crée de la richesse. Mais pour créer de la richesse, il faut créer des nuitées. Il faut garder le touriste un peu. Évidemment, il y a des flux, mais il faut avoir cette capacité de le garder un peu. Alors Claude Comet, vous êtes une élue, on l'a bien compris. Jean Pinard, c'est assez curieux quand même ce secteur économique, puisque le poids, je dirais, des institutionnels, des élus, est très très fort par rapport aux autres secteurs de l'économie française. Oui, c'est assez étonnant, hein, c'est une des rares. Alors c'est une activité par définition territoriale. Donc parce qu'elle est territoriale, on l'a rattachée à l'organisation territoriale de la France, avec des comités régionaux de tourisme qui sont calqués sur les régions. Alors que les régions, elles ont une vocation administrative, pas forcément touristique. Hein. Donc il y a toute une réflexion qui commence aujourd'hui pour dire voilà, comment on passe de territoire à une destination, comment on passe d'une destination à une marque de destination, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que c'est à mon avis, hein, et à ma connaissance, le seul secteur d'économie française qui est complètement, on va dire, piloté par l'action publique. Alors, ça peut être intéressant pour financer des équipements comme celui-ci. Ça peut l'être un petit peu moins quand il s'agit de mettre en œuvre des gouvernances qui permettent justement à des acteurs privés de prendre part dans le développement de leur Est-ce que sur vous, il y a une véritable, je dirais, culture de l'économie du tourisme chez les élus? Claude Comet vient de le dire, c'est récent. Hein. D'ailleurs, on raccroche souvent l'évaluation de l'économie touristique au naufrage de la Cadiz qui a plombé donc, les côtes bretonnes. Et là, il a fallu évaluer les dégâts. Puisqu'il a fallu évaluer, on a mis en place les premiers observatoires. C'est comme ça qu'on a progressivement considéré le poids de l'économie. Mais c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre, c'est le truc un peu facile, le tourisme. Comme on est tous partis en vacances, on considère qu'on a tous une compétence. Facile et fascinant. Oui, puis on considère qu'on a tous une compétence parce qu'on est parti. Donc voilà, on dit, c'est pas la peine d'aller faire des études pour vendre une destination touristique. Et ça ne l'est pas, en fait, parce qu'on le voit bien, vous le disiez tout à l'heure avec Gilles Brest. On crée les conditions du tourisme en faisant un espace de restitution aussi magnifique que celui-là. On crée les conditions d'ouvrir un nouveau champ pour l'Ardèche, mais il n'y a pas encore l'hébergement. Et l'hébergement ne viendra qu'après. Parce que l'hébergement, c'est le privé. Et le privé, forcément, il faut qu'il arrive à faire un modèle économique. Alors, ce qui est tout à fait aussi surprenant, c'est qu'on parlait donc de tous ces institutionnels, l'État avec Atout France, les comités régionaux, les comités départementaux, bientôt les offices de pôle, ça sera le nom en fait des offices de tourisme au niveau des intercommunalités. Et puis il y a toujours le bon vieil office de tourisme. Ça fait beaucoup de monde tout ça quand même.
Oui, alors on espère... Des gens qui ne se marchent pas sur les pieds un peu On parfois. espère un peu que les lois actuellement en préparation clarifieront les choses. Ça n'en prend pas le chemin pour l'instant, hein, Pas puisque la vraiment, loi qui, mais est en, ce qu'il faut qui a été votée en peut-être- première lecture n'est pas du tout Oui, dans ce sens-là. on continue. Il y a tellement d'appétit autour du tourisme. Les élus se sont rendus compte que c'est tellement intéressant que tout le monde veut le garder. Alors chacun veut garder sa petite part de responsabilité. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est peut-être de mieux dire qui fait quoi, pour que l'acteur, in fine, puisse avoir une porte d'entrée unique, des guichets uniques. Voilà ce sur quoi il faut qu'on travaille. Oui, je dirais que le tourisme, c'est... Enfin, la question aujourd'hui de l'organisation touristique, elle se pose pleinement parce qu'on voit bien que c'est qu'un peu le maillon faible de l'économie touristique française par rapport à d'autres pays. On a finalement beaucoup d'acteurs. Moi, je ne sais pas s'il y en a trop. Par contre, dès lors que trop font la même chose, ça devient problématique, surtout s'ils le font avec de l'argent public. Donc ça, c'est quelque chose qui ne marche plus. Je crois que la question aujourd'hui, moi, je ne l'aurais pas pris comme ça dans la loi qui vient d'être débattue. Ce n'est pas tant de savoir qui fait, c'est comment on fait, et surtout comment on fait mieux et comment on fait mieux ensemble. Je crois que c'est ça la problématique aujourd'hui. Alors, les acteurs territoriaux l'ont plutôt bien compris. Le problème, c'est que... Il faut au-dessus de l'ensemble des acteurs territoriaux un peu d'organisation et c'est au niveau national, à mon avis, que le bas blesse parce qu'on n'a pas l'organisation qu'il faut, on n'a pas la mutualisation qu'il faut, on n'a pas la coopération qu'il faudrait pour être beaucoup plus fort et pour être beaucoup plus fort ensemble. Vous entendez ça? Je crois que oui, j'entends bien ce qu'il dit, mais il est dans un monde économique, mais le monde politique veut garder chacun sa petite part. Donc c'est ça qui est difficile, c'est qu'effectivement, on passe vraiment à un modèle qui fonctionne. La France, première destination au monde l'année dernière, avec 84 millions de visiteurs étrangers qui sont venus dans notre pays, mais troisième en termes de recettes. Étonnant ça. Est-ce que ce n'est pas justement le signe qu'on a encore à gagner en efficacité? On a encore à gagner en efficacité. C'est ce que je vous disais, le tourisme, c'est quand on garde les touristes et qu'on fabrique des nuitées. C'est ça notre enjeu, c'est de garder les gens, de leur offrir des packages, de professionnaliser les choses. Donc ça, c'est pas gagné, c'est difficile. Première, troisième, comment vous expliquez ce delta? On ne fait pas suffisamment consommer les gens qui viennent chez nous, contrairement à d'autres pays qui ont effectivement considéré que finalement il fallait mettre en marché, il fallait produire. Mais on cite souvent l'Espagne, par exemple, qui garde beaucoup plus longtemps finalement les touristes. Tout à fait. Alors bon, parce que les gens en général vont plus longtemps, c'est vrai en Espagne. Alors la France, elle a aussi un flux de gens qui la traversent. Hein. On a cité l'autoroute A7. Bon, là, il y a beaucoup de gens qui ne font que traverser, qui vont s'arrêter qu'une nuitée. Donc par définition, ça fait baisser la moyenne. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à parler de croissance d'économie touristique. Hein. On parle de fréquentation, on parle assez peu de consommation. La croissance, c'est ce qui additionne les deux. Ce que font nos voisins suisses très bien. Ce que nous font nos voisins suisses. Et d'ailleurs, je note qu'aucun organisme national n'est capable de calculer le taux de croissance d'économie. Donc le premier pays au monde qui n'est pas capable de calculer l'évolution de sa croissance, je crois que ça résume bien une des difficultés de ce secteur. En tout cas, tout le monde, semble-t-il, a bien compris le potentiel de ce marché. Encore faut-il avoir une stratégie, on vient de l'entendre, économique et commerciale pour avoir sa part du gâteau. Et ça, c'est pas toujours facile, notamment quand on n'a pas de caverne, quand on n'a pas de site exceptionnel, de musée, de château ou de parc d'attractions. Il n'empêche, des territoires se battent pour tirer leur épingle du jeu. Exemple, dans le Puy-de-Dôme, un département que vous connaissez bien, notamment dans le secteur de la vallée d'Ambert, où là, c'est au travers du vélo que l'on cherche à attirer les touristes. C'est un reportage de France 3 Auvergne qui a été réalisé par Johanna Giglia. Vous avez ce qu'on appelle la ligne de vie. La ligne de vie, c'est un câble avec des marquages rouges. Sur cette ligne de vie, il faudra toujours être accroché pour être en sécurité. Première journée d'acrobranche pour Julien et Arnaud. Un sport d'aventure qu'ils découvrent à Quinha, dans ce parc de la vallée d'Ambert. L'exercice est difficile, mais ça ne gâche pas le plaisir. C'était bien, moi j'aime bien l'acrobranche, il y a des sensations, et puis on est en hauteur, on n'a pas l'habitude de faire ça. Leurs grands-parents, qui les accompagnent, sont venus de Belgique. C'est sur Internet qu'ils ont découvert la région et les nombreuses activités proposées. Les touristes représentent 80% de la clientèle de ce parc. On a vu que c'était sympa pour eux et puis on est venu jusqu'ici. Sans connaître, parce qu'on ne connaissait pas du tout la région, mais c'est très beau. Donc pas le droit de sortir des limites du carré, pas le droit de poser le pied à terre. Autre ambiance mais tout aussi sportive. Ici dans la ville d'Ambert, des stages de VTT sont organisés régulièrement. Et même si les participants sont surtout des locaux, les organisateurs ont pour projet de diversifier leur circuit. On essaie justement de développer un petit peu l'offre et d'aller plus sur un créneau enduro. Donc voilà, des circuits un petit peu plus fun, un petit peu plus descendants. Voilà, pour attirer une clientèle encore un petit peu plus spécialisée. Depuis plusieurs années,
Le pays d'Ambert mise sur ses atouts pour attirer les touristes. Les activités en pleine nature sont très demandées, comme ici, sur ce terrain de golf. Les clients viennent de toute la France pour goûter les joies d'un moment de détente en famille. On est en région parisienne, dans Montreuil, dans le 93. Donc c'est vrai que quand on vient ici, c'est quand même le calme, la verdure, l'air pur. L'offre touristique se renouvelle régulièrement pour satisfaire le plus grand nombre. On a la chance aussi d'avoir de nouvelles structures qui ont été mises en place, notamment culturelles. Donc forcément, on a un renouvellement de l'engouement, on va dire, pour ces territoires, qu'ils soient naturels ou culturels. La culture, nouveau cheval de bataille pour renforcer le pouvoir attractif du Val d'Ambert. Le nombre de touristes est en constante augmentation ces dernières années. On amène de la nuance dans cette émission. Là, on voit un exemple finalement d'un secteur, d'un pays qui essaie de trouver des solutions pour s'imposer sur le marché. C'est vrai que sur les territoires ruraux, le tourisme, c'est quand même une activité qui s'impose assez facilement parce qu'elle est complémentaire à l'agriculture, parce qu'elle ne gêne pas le développement d'autres activités. Là, pour ce qui est de ce territoire, c'est d'abord un parc naturel régional, hein, donc, qui, à travers sa marque de parc naturel, attire un certain nombre de clientèle. On revient à la marque, et puis ça correspond aujourd'hui beaucoup, moi, à une tendance qui est finalement, on vient vivre sur le temps de vacances des expériences. Et moi, je crois beaucoup, et d'ailleurs, je crois qu'une des dimensions premières du tourisme, c'est le lien social. C'est la rencontre qu'on a avec un moniteur de VTT, un aubergiste qui va partager sa recette et qui va échanger avec le touriste. Je crois que c'est une valeur fondamentale et ça marche très bien en espace rural, beaucoup plus que sur les espaces de tourisme de masse, on va dire. Vivre de l'authentique, vivre des expériences ? Oui, bien sûr, vivre des expériences, mais pour le territoire, se poser la question de qui va venir me visiter, quels sont les clients potentiels, donc quelle est finalement ma chalandise, mon rayon d'action et quel produit je vais monter pour lui. Alors effectivement, la marque parc naturel régional est extrêmement forte. Je suis toujours étonnée quand un parc ne joue pas cette carte-là, parce que le tourisme et parc, ça marche ensemble. Mais après, il faut savoir qui on va chercher. On ne va pas faire venir des Chinois en livradois Forest, par exemple. Alors notre émission est diffusée sur les deux régions encore, Rhône-Alpes et Auvergne, sur nos 12 départements. Est-ce que la création de la nouvelle grande région va vous inciter, vous les professionnels du tourisme, à inventer quelque chose de nouveau pour vendre ce nouveau territoire ? Pour Rhône-Alpes, Rhône-Alpes qui devient Auvergne-Rhône-Alpes, ou Rhône-Alpes-Auvergne, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que c'est comme un grand papillon avec deux ailes. L'Auvergne d'un côté, la montagne... Donc ça sera un papillon, peut-être le symbole du tourisme en Rhône-Alpes-Auvergne. La montagne, Savoie-Mont-Blanc de l'autre, deux marques. Jean parlait tout à l'heure de marques, des vraies marques touristiques. Et finalement, et le cœur du papillon, c'est... Et le cœur du papillon, c'est l'axe rhodanien, avec Lyon, bien évidemment. Et puis le pont d'Arc qui est juste à côté. Et puis la Via Rhôna, l'itinérance. Donc on a un panel d'offres absolument extraordinaire entre la montagne, la haute montagne, la montagne ronde, la montagne des Puys, la montagne du Massif central, et puis tout ce tourisme à la fois urbain et à la fois d'itinérance. Jean Pinard, est-ce qu'il faut une identité touristique pour la future région ? En tout cas, il faut s'appuyer sur les identités qui existent parce que c'est pas un territoire uniforme. Ce qui fait le poids d'une marque, c'est sa contribution identitaire, c'est son unité identitaire, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit liée à une production touristique. On va parler de Savoie-Mont-Blanc. Savoie-Mont-Blanc, c'est l'addition de deux blocs forts de l'économie touristique. Auvergne-Nouveau-Monde, c'est une région qui se veut un peu nouvelle et un peu innovante à la sortie de la crise. Lyon, avec la marque Only Lyon, disait voilà, nous on va capitaliser sur une alternative pour les investisseurs à Paris. Donc on voit bien qu'il y a déjà des choses qui sont faites. Moi j'espère qu'on va s'appuyer sur ce qui existe. On ne va pas redétricoter pour réinventer des marques. Et qu'on s'appuiera au moins sur ces trois marques. Et puis ensuite, on verra comment on fait pour l'Ardèche avec la Caverne qui va tout d'un coup enrichir. Une marque, c'est fait pour changer la catégorie d'un produit. Donc je trouve que ça correspond bien à ce qui se passe ici en Ardèche. La Caverne, elle change la catégorie. Oui, c'est un projet sur lequel vous allez du reste très bientôt travailler. Alors cela peut paraître évident pour vous, les professionnels, ça serait même totalement évident, mais pour le grand public et pour moi-même, je dois le dire, c'est pas évident du tout. En Rhône-Alpes-Auvergne, le poids lourd du tourisme, eh bien on le trouve dans les Alpes, plus précisément en station, sur les pistes de ski. 2 chiffres pour bien mesurer la chose. En 2013, 58 millions de journées de ski ont été vendues en France. 41 millions rien que dans les Alpes. C'est presque 80% du marché national.
et vous venez de le voir, ça représente à peu près 25% de la richesse produite en Rhône-Alpes. Et si on en croit les études un peu plus sérieuses de l'INSEE, et elles sont souvent très sérieuses, eh bien, le premier département touristique de France du point de vue de la richesse produite, à votre avis, quel est-il ? C'est la Savoie et la Haute-Savoie. Eh bien, c'est la Savoie, exactement. Cette Savoie qui pèse donc un quart de la richesse en Rhône-Alpes. C'est la raison pour laquelle j'invite à nous rejoindre, et il va revenir et à arriver, comme Vermersch, qui est le directeur de Savoie Mont-Blanc Tourisme. Bonjour à vous, monsieur Vermersch. Prenez place, je vous en prie. En quelques mots, Savoie Mont-Blanc Tourisme, c'est quoi ? Savoie Mont-Blanc Tourisme, c'est une marque touristique portée par 2 départements, par 2 collectivités départementales, depuis maintenant une dizaine d'années. C'est une marque leader, c'est un poids lourd effectivement de l'industrie de la montagne, de l'industrie du ski. Et c'est une marque qui commence à avoir une réputation nationale et internationale. Vous écrasez le marché, soyons clairs. C'était, à l'origine, il y a 10 ans, c'était quoi la stratégie ? C'était de se dire, nous sommes dans un marché extrêmement concurrentiel. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut effectivement essayer d'avoir une puissance, avoir un poids, avoir une grande visibilité, être capable de pouvoir proposer une offre que les autres ne peuvent pas proposer. Et aujourd'hui, effectivement, on a une certaine place et voilà, donc on est heureux effectivement de pouvoir avoir cette place. Alors il y a un enjeu dont on parle souvent dans les journaux régionaux, que ce soit à Grenoble ou à Clermont-Ferrand et aussi à Lyon, c'est le changement climatique. C'est un souci pour vous, à la fois les élus, les professionnels du tourisme, cet enjeu-là sur le ski ? C'est un des enjeux effectivement de nos prochaines années. La difficulté, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à se représenter quel va être précisément le modèle, les adaptations, les changements, à quelle échéance. Vous y pensez, vous y réfléchissez ? Oui, aujourd'hui, bien entendu, les stations sont très engagées effectivement dans la transition énergétique, dans l'adaptation de l'Europe. Il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez rien, si je puis me permettre, et puis voilà, en termes de réchauffement climatique, mais en termes d'offres touristiques. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir directement, par exemple les évolutions plus précisément de l'offre ou des marchés. Là, effectivement, il y a des stratégies, on s'adapte à de nouvelles techniques, on s'adapte à des comportements de consommateurs. Mais dès qu'il va s'agir effectivement de choses qui nous échappent, il y a effectivement la volonté de s'adapter, la volonté d'essayer de trouver les adaptations, mais avec beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce que peuvent faire les élus sur ce dossier? Nous avons des conventions avec les stations de moyenne montagne pour les pousser à la diversification des activités. C'est-à-dire qu'il faut appuyer la montagne touristique sur 2 pieds. Le pied de la belle saison et même au-delà. C'est-à-dire que 2 saisons, c'est même juste. Il faut pouvoir, encore une fois, faire tourner des investissements qui sont lourds. La montagne, ce sont des investissements lourds, les faire tourner le plus longtemps possible dans l'année. Donc accompagner cette diversification des activités autour, le vélo à assistance électrique pour la montagne d'été, voilà une innovation absolument extraordinaire parce qu'on va permettre de bouger, de se mouvoir, de découvrir des paysages sans que ce soit difficile. On peut faire la route des Grands Cols à vélo à assistance électrique. Voilà un des enjeux pour les années futures pour réinventer le tourisme d'été. Voilà, il faut trouver des innovations et puis il faut effectivement aussi travailler sur des enjeux comme la mobilité, comme on vient, comme l'hébergement, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Cette question du changement climatique, elle vous touche presque plus, vous l'Auvergnat, en Auvergne. Il y aura plus d'impact à mon avis sur la moyenne montagne qu'à Tignes ou Val d'Isère, c'est évident, même s'il y en aura quand même, je pense, à Tignes et Val d'Isère. Je rejoins ce qui vient d'être dit, il faut faire attention à ne pas être trop monoproduit. Moi j'ai travaillé donc au comité régional du tourisme, on a donc conseillé les élus d'Auvergne sur ces stratégies de développement du tourisme en montagne, et on a convaincu que les élus qu'il fallait être on était assez réservés par exemple sur les canons à neige, je veux dire, sur les petites stations du Livre de la Forez, on a vu Ambert tout à l'heure. Quel est l'intérêt d'aller mettre des canons à neige ? Il y a la neige, on fait du ski. S'il n'y a pas de la neige, on fait autre chose. Et il faut faire attention à ne pas tout mettre les œufs dans le même panier, puisque finalement, la dimension ski en Auvergne, elle est beaucoup moins forte, beaucoup moins prégnante dans la saison qu'elle ne l'est en Savoie de Savoie. Donc, plus on mettra d'équipements artificiels, plus on va dénaturer finalement le produit, et ça aura des impacts l'été. Donc, il faut trouver la bonne place, la bonne marge. Et moi, je trouve que les élus d'Auvergne ont été assez intelligents de dire, attendez, oui, des canons à neige sur les grandes stations, mais le reste, on le fera s'il y a de la neige, c'est tout.
Monsieur Vermersch, quand on est dans une position comme la vôtre, où finalement, chaque année, on a énormément de touristes, c'est un secteur économique qui semble aller pour le mieux, est-ce qu'on n'a pas tendance à se reposer un peu sur ses lauriers? Non, parce que je pense que tous les professionnels, tous les acteurs de la montagne savent que même s'il y a des progressions, ça reste très fragile. L'économie touristique, par nature, elle est extrêmement fragile. Elle est soumise à tout un tas d'aléas, extrêmement nombreux, extrêmement importants. Donc il faut rester mobilisé, il faut investir, il faut continuer à s'améliorer, il faut travailler les ressources humaines, il faut travailler les services, rien n'est gagné. Et pourtant, depuis des années, on estime à peu près que 8% des Français vont au ski. C'est un taux qui ne change pas énormément. Oui, c'est vrai, ça ne progresse pas. Les grandes bagarres, elles sont là. Les grandes bagarres, elles sont sur les clientèles, sur le renouvellement, sur la conquête de nouvelles clientèles. Les grandes difficultés, effectivement... Et je vais peut-être dire une chose qui va surprendre nos téléspectateurs, le forfait français, alors juste le forfait, je n'ai pas parlé de l'hébergement, est l'un des moins chers du monde. Absolument, c'est le moins cher du monde. C'est le moins cher du monde, effectivement. Et en même temps, les domaines skiables doivent continuer à investir chaque année plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça reste une économie qui est bonne, mais ça reste une économie qui reste fragile. Donc il faut se mobiliser. Début d'hiver un peu compliqué, c'est la panique. Parce que c'était un peu le cas cette année. La fréquentation était en baisse de 3% à peu près. Non, enfin, ce qui est en baisse aujourd'hui, à la fin de la saison, c'est le nombre de journées skieurs, 3%. Je pense que les recettes seront équivalentes et je pense que la fréquentation, le nombre de visiteurs sera également à peu près équivalent. Oui, ça c'est sûr, on a rattrapé, mais la capacité d'adaptation finalement, ça s'est bien passé cet hiver. Même ceux qui sont arrivés à Noël et il n'y avait pas de neige, ils ont trouvé une montagne qui sait s'adapter, qui sait offrir d'autres sujets, d'autres projets. C'est bien passer des vacances à la montagne plus qu'au ski. C'est ça, en tout cas pour la moyenne montagne, un des enjeux futurs. C'est de rouvrir l'offre sur la montagne, sur se promener, découvrir, voilà. C'est une critique que j'entends régulièrement, que vous seriez trop concentré sur l'activité ski. L'activité ski aujourd'hui, c'est pratiquement 8 visiteurs, 8 touristes sur 10 en hiver. Ça reste quand même l'activité principale. Alors il y a des activités complémentaires au ski, bien entendu, qui se développent. On voit bien sur les questions de bien-être, sur tout ce qui est effectivement de nouveaux sports ou de nouvelles pratiques. Mais ça reste marginal. Mais ça reste aujourd'hui marginal. Ce qui fait vivre effectivement l'économie du ski, c'est bien entendu le ski. La question, effectivement, la vraie question, c'est la question du renouvellement des générations, de l'apprentissage, du changement de clientèle, de la conquête de nouvelles clientèles. Ça reste effectivement des questions importantes. Alors, un site de montagne est emblématique dans notre grande région, c'est bien sûr le Mont Blanc. En 2013, on estimait à 20 000 le nombre d'alpinistes plus ou moins chevronnés qui ont gravi le toit de l'Europe. Un engouement dont France 3 Alpes vous parle assez souvent et qui n'est pas sans risque pour la préservation à la fois du site, mais aussi pour la propre sécurité des alpinistes. Certains même parlent aujourd'hui d'excès, de surconsommation du Mont Blanc. Le point sur ces enjeux avec Joël Serroni. L'image de carte postale, le rêve d'une vie pour de nombreux alpinistes. Le Mont Blanc et la beauté des paysages vus du ciel peuvent faire oublier parfois les dangers de la haute montagne. Un site surfréquenté où se croisent des alpinistes chevronnés, des guides, mais aussi des touristes beaucoup moins bien préparés pour engager une telle course. Le Mont Blanc, c'est une affaire d'alpinistes. Le Mont Blanc, c'est pas une affaire de brochures d'agences de voyage et d'activités et de Space Mountain d'un grand parc d'attractions de Marne-la-Vallée. Les belles journées, 500 personnes tentent l'ascension par les 2 voies d'accès au sommet. Celle des 3 monts, 3 sommets successifs, le Tacu, le Maudit et le Mont Blanc, et la voie normale par Saint-Gervais, du refuge du Goûter au sommet, moins technique mais beaucoup plus exposée. Crevasses, avalanches ou chutes de pierres, les risques sont nombreux et attirent les amoureux de sensations fortes, les curieux ou les amateurs de records. L'idée première, c'était de voir mes enfants figurer au Guinness Book des records. L'été dernier, cette vidéo diffusée sur une chaîne américaine avait fait scandale. Un père de famille qui emmène ses enfants de 11 et 9 ans pour faire le Mont Blanc, le film s'intitulait « Les survivants du couloir de la mort ». Il y a aussi cet alpiniste polonais fatigué qui commande un hélico pour rentrer, argumentant qu'il s'agit d'un service gratuit. Ou encore les dégradations sur les abris d'altitude,
les vols dans les refuges, les incivilités qui ne disparaissent pas en prenant de l'altitude. Un massif sous pression, victime de son succès, un des derniers espaces de liberté en danger. Comme Vermeersch, un massif sous pression, vous partagez ce constat ? Je partage le constat et je partage effectivement aussi les solutions à apporter. Il s'agit de quoi là ? Il s'agit d'un capital immatériel absolument considérable, qui a une valeur inestimable. Donc bien entendu, il faut être extrêmement prudent, il faut respecter les choses, il faut être harmonieux, il faut maîtriser le développement touristique. Non mais c'est la grande question. L'activité touristique utilise les ressources naturelles. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vu l'état de l'opinion publique, on aurait pu faire autant de stations aujourd'hui qu'on en a fait il y a des dizaines d'années? Alors la création des stations, c'est une grande histoire. C'est des gens qui ont des idées au départ, c'est des constructeurs, et effectivement, et à l'époque, je pense que on n'était pas dans les préoccupations qui nous animent aujourd'hui. C'était une époque différente. Je crois qu'aujourd'hui, on est conscient que l'activité touristique peut enrichir, mais elle peut aussi détruire, abîmer, donc il faut faire attention. Probablement, on n'aurait pas pris le même modèle, on aurait fait autrement et on aurait peut-être fait plus à l'autrichienne qu'on a fait français, avec des stations d'altitude, on aurait peut-être gardé des stations de bas de vallée. Mais voilà, en tout cas, il ne faut jamais renier cette histoire-là. Et l'histoire du ski, elle a fait vivre des territoires entiers, vous le disiez. Je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir pérenniser cette activité et d'être comptable de l'environnement. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous les élus, vous les professionnels, qu'on est prêt finalement à ralentir le développement touristique au nom des enjeux environnementaux? Il y a un exemple chez nous dans la région Rhône-Alpes qui est assez clair, c'est celui de Roibon et du Center Park, où là, il y a eu un vrai conflit sur place, une vraie levée de bouclier sur un projet qui était un projet touristique, et finalement qui est totalement gelé. Oui. On sent bien qu'il y a une tension entre les attentes protection de l'environnement. C'est intéressant ce sujet-là, puisqu'en fait, on vient implanter un objet, un ovni, à un endroit où finalement il n'a pas d'ancrage. Donc ça, c'est cette difficulté-là. Aujourd'hui, oui, il y a de la tension, oui, il y a de l'appétit pour des sites, et la montagne, et la haute montagne, est un territoire d'appétit. Et je pense que c'est du rôle des élus que de contenir ces appétits. Pas facile de résister. Non, mais bon, on est dans quelque chose qui illustre bien la problématique. On est obligé de faire un facsimilé si on voulait que tout le monde voit, parce que 500 000 visiteurs qui rentraient dans une grotte, c'était pas possible. Alors on ne fera pas un facsimilé du Mont Blanc. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit le maire de Saint-Gervais. C'est pas une affaire de tour opérateur, le Mont Blanc. L'Aiguille du Midi, oui, c'est autre chose. Ça a été fait pour ça. On a organisé la visite de l'Aiguille du Midi. On a fait un truc en vert pour qu'on regarde la vallée en dessous. Et ça s'arrête là. Et je crois que c'est bien que ça s'arrête là, parce que sinon, si on dénature, moi je suis assez d'accord sur la définition de patrimoine immatériel. C'est ce qui fait la richesse de l'économie touristique française. Il ne faudrait pas le gâcher tout d'un coup sous prétexte de dire on veut plus de touristes et plus de consommation, parce que finalement on le perdra in fine. Donc voilà, c'est là où il faut être raisonnable. Le vrai défi, c'est le défi qualitatif. C'est faire mieux. C'est apporter effectivement plus de valeur ajoutée. C'est ça le vrai défi. Et puis il y a maintenant un acteur important dans le développement touristique, c'est l'habitant, c'est le citoyen. Aujourd'hui, en termes de promotion, on le voit bien, c'est le principal vecteur de la promotion. Il est très crédible, il est écouté, il a une vraie expertise du territoire. Et si effectivement il se sent en désaccord avec les développements touristiques, avec les stratégies touristiques, il n'accompagnera pas le mouvement. Donc il faut aussi faire attention à ça. Et on vous dira, non, on voudrait plus d'autoroutes, plus de voies d'accès aux stations pour ne pas se retrouver dans la situation qui a été celle de milliers d'automobilistes cet hiver, coincés sur les routes le vendredi soir ou le samedi. Donc voilà. Là, on sent bien de nouveau qu'il y a une tension possible entre ces deux objectifs. Ça, ce sont des enjeux pour le tourisme pour demain. C'est de trouver les moyens de venir autrement, peut-être de décaler les séjours. C'est ça, on arrivera à convaincre là les Mais oui, il y a déjà ça. Mais il y a aussi le travail sur les transports en commun, sur la mutualisation des voitures, sur plein de choses encore. Sur des bus long courrier, pourquoi pas. Sur des bus. Sacré chantier, je voulais dire en fait. Mais oui, il y a des grands chantiers. Mais il y a beaucoup de pédagogie, effectivement. D'abord, effectivement, c'est clair, le touriste aujourd'hui, le consommateur en général, il veut de la fluidité. Donc il veut avoir le choix, et je pense effectivement que si on continue à ne lui proposer que des départs à des dates précises, ça ne répondra pas à ses besoins. Mais il y a également aussi, et il faut le dire, il faut le rappeler,
l'effort de pédagogie aussi qu'il faut faire en disant si vous allez passer des vacances à la montagne en hiver, vous partez généralement avec des skis, avec du matériel, avec des vêtements adaptés. Faites aussi attention à adapter l'équipement de votre voiture. Ça, il faut aussi le rappeler parce qu'il y a quand même aussi cette obligation. Jean Pinard, on a bien senti le poids du lobby du ski, si je puis dire, par exemple, sur une chose dont on a parlé récemment, c'est les vacances de Noël. On sent que les vacances, pas seulement Noël, les vacances scolaires, on sent que ça pèse quand même. Ah oui, ils sont plus forts que d'autres élus, d'autres secteurs touristiques. Moi, on en discutait tout à l'heure, mais je suis assez circonspect sur le fait que des Français qui n'iraient pas en vacances au ski en février trouvent les ressources pour y aller à Pâques. Vous avez cité le chiffre, entre 8 et 10 %, je ne suis pas sûr qu'on fasse beaucoup évoluer. D'abord parce que c'est une culture d'aller au ski, parce que c'est finalement une pratique touristique assez compliquée pour des familles, parce qu'il faut maîtriser la pratique d'un sport. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'est vrai que le lobby est assez fort. Maintenant, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, il y a un écosystème qui est un peu figé. Je veux dire, pourquoi on part toujours le samedi et pourquoi on ne pourrait pas partir aussi le dimanche? Pourquoi on ne pourrait pas au moins organiser sur les 2 jours de week-end? Il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse évoluer. On est trop dans un écosystème, pour moi, vraiment trop figé. Alors, si la voie est libre a pris de l'altitude depuis quelques instants, nous sommes censés être, ne l'oubliez pas, à 37 mètres sous terre, au cœur de la plus spectaculaire grotte ornée du monde, en tout cas de sa réplique. C'est là où se trouve également Bérengère Bourgeot. Bérengère, la visite continue. Oui, Olivier, la visite continue. Nos téléspectateurs sont devant le seul hibou de l'art préhistorique. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas ardéchois. C'est l'occasion pour nous de leur demander où ils dorment. Est-ce que vous préférez les hôtels? Est-ce que vous préférez les gîtes? Est-ce que vous préférez aller chez des amis? Comment ça se passe? Là, c'est plus de la location. On est plus sur des gîtes, enfin des chambres d'hôtes. Pourquoi vous préférez les gîtes et les chambres d'hôtes? On est plus près de la vie, là où on se trouve, en fin de compte. C'est plus sympa que l'hôtel, par exemple. C'est l'été, c'est vrai qu'on a bien campé, avec la tente et tout. Après, sinon, auberge, l'hiver, c'est assez tendu, quoi. Et alors, qu'est-ce qui motive votre choix? Est-ce que c'est une question de préférence? Est-ce que c'est une question de budget? Il y a le budget qui rentre en compte aussi, quoi. Mais bon, c'est toujours le but de rechercher quelque chose de nature et paisible et voilà, qui sont dans nos prix. Transition parfaite pour nous amener à évoquer le premier poste de dépense d'un touriste, c'est bien sûr l'hébergement. L'an dernier, sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, on a comptabilisé un peu plus de 180 millions de nuitées, dont un 5e sont le fait de touristes étrangers. Et quand on parle d'hébergement, on parle bien sûr des campings, des chambres d'hôtes, des gîtes, des villages vacances, mais surtout, bien sûr, des hôtels. Et à eux seuls, ils génèrent un quart des recettes touristiques de la région. Pour parler de ce secteur, de ses défis, de ses difficultés, j'ai invité sur ce plateau à prendre place avec nous Claude Belin, qui est le président de l'UMI Ardèche. L'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie qui regroupe hôtels, cafés, restaurants et discothèques. Bonjour Monsieur Belin, vous insistiez sur discothèque alors que vous êtes à la tête d'une auberge, du reste qui est pas loin d'ici, hein, Sagnac, donc à quelques kilomètres de la caverne. Vous avez visité ce lieu, vous avez aimé? C'est magnifique. Hein. Le poids des années, on le ressent sur les épaules, c'est quelque chose de fantastique. Monsieur Belin, est-ce que vous... Ça laisse sans voix même. Peut-être pas le moment. Mais... Non, ça serait bien que vous parliez effectivement. C'est pour ça que je vous ai invité du reste. Est-ce que vous êtes optimiste sur les retombées économiques pour les hôtels de ce projet de la caverne? Oui, je suis optimiste. Oui. C'est un élément moteur qui va dégager inévitablement un flux touristique. Donc après, on le comptabilisera bientôt à la fin de la saison déjà, et que ça dure surtout sur le long terme. Sur le long terme et toute l'année. Parce que ce dont on a parlé tout à l'heure avec M. Brey, c'est effectivement cette volonté de garder les touristes, de les amener toute l'année. Tout à fait. Donc on sera peut-être déjà d'avril, octobre, novembre. Déjà, ce sera un grand pas. Après, toute l'année, si les clients se pressent aux portes de nos établissements, il n'y aura pas de souci. Alors, je prolonge ma question. Est-ce que vous pensez qu'on pourra garder les touristes? Parce que on peut faire la visite, 1 heure, 1 heure et demie, et puis se dire finalement, voilà, on a pris le bus, on remonte dans le bus et on repart. Ensuite, direction Lyon, direction Marseille, le pont du Gard. Aujourd'hui, c'est un peu le souci que l'on peut avoir.
Maintenant, à nous et à tout le monde qui gère le tourisme dans notre département, à trouver les idées pour garder ces clients. C'est vrai qu'1 heure et demie de visite, et après, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a des atouts en Ardèche, sans souci. Maintenant, il va falloir les coordonner avec l'ensemble des établissements, quoi. Si je résume la situation ainsi pour votre secteur, et si je parle d'un cercle vicieux qui serait une saisonnalité très prononcée, donc un taux d'occupation qui est sur l'année relativement faible, donc un taux de rentabilité qui suit le taux d'occupation. Est-ce que les uns les autres, si je résume la situation de votre secteur, vous partagez cette appréciation-là? Eh bien, c'est bien l'enjeu, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut accroître la rentabilité sur l'année, accroître le remplissage sur l'année pour pouvoir faire tourner le système. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, on va dire, comme le dit monsieur, on va essayer d'ouvrir d'avril jusqu'au mois d'octobre. L'intérêt, ce serait de pouvoir ouvrir sur plus longtemps. Donc, comment on va tricoter les offres les unes par rapport aux autres pour pouvoir garder et faire venir des gens à toute saison. C'est ça la difficulté. Le taux d'occupation moyen dans le département? Entre 35 et 40%. Et on s'en sort avec 35 et 40%? Mais oui, on s'en sort parce que c'est souvent des petits établissements familiaux. Donc la moyenne des hôtels en Ardèche, c'est une 20aine de chambres. Et des établissements qui existent depuis des générations. Donc il y a déjà le fonds de commerce qui est là, les murs, voilà. Mais la preuve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui se sont présentés à la porte C'est quoi le taux d'occupation moyen dans une grande chaîne et le taux de rentabilité? À peu près, il faut 50% et 60% pour réaliser le projet. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, même les grandes chaînes ont des soucis sur le secteur. Comme Vermeer, c'est aussi ce que vous entendez dans votre secteur, dans les Alpes? Oui, enfin, la structure de l'hébergement hôtelier est un petit peu différente. D'abord, elle est plutôt aujourd'hui haut de gamme. Les hôtels aujourd'hui sont majoritairement des produits haut de gamme. Les 4 étoiles, les 5 étoiles, les palaces sont très nombreux. Et c'est un secteur qui marche bien, avec des beaux taux d'occupation. Mais c'est un peu propre à ce type d'hébergement et la clientèle qu'ils reçoivent. La grosse partie du parc, en Savoie-Mont-Blanc, ce sont essentiellement les locatifs, ce qu'on appelle les locations de vacances, les appartements, qui représentent 70% du parc d'hébergement. Après, on a un très grand nombre également de résidences hôtelières, ou de résidences de tourisme également, qui complètent effectivement l'offre d'hébergement. Campina ? L'hôtel, c'est le produit d'hébergement le plus concurrencé aujourd'hui, mais parce que c'est le plus ancien d'une certaine manière. On a vu l'évolution des campings qui sont devenus finalement des vrais centres de vacances. C'est plus seulement un endroit où on pose une tente. Et on y a mis des piscines, on y a mis des clubs enfants, on y a mis des toboggans, on y a mis des animations. Donc pour un hôtel de 20 chambres, c'est difficile de faire la même chose. On ne va pas mettre des piscines dans tous les hôtels de 20 chambres. Donc il y a une très forte concurrence. Et puis il y a une nouvelle concurrence qui arrive, c'est celle des hébergements dits collaboratifs. Alors, moi, je dis dits collaboratifs avec des guillemets. Ça vous parlez de Airbnb, par exemple? D'entre autres Airbnb, mais qui correspond aussi, c'est vrai, à une tendance forte de dire, finalement, comme le rappelait tout à l'heure, ce qu'on vient, c'est aussi rencontrer des gens. Et après tout, si on pouvait dormir chez l'habitant, ça serait pas mal. Alors, il y a des abus, mais il faut reconnaître que ça a permis aussi d'amener d'autres clientèles qui ne seraient pas forcément venues. Alors il faut que ça se régule tout ça, parce que sinon c'est pas juste, c'est comme pour les taxis et puis les VTC. Donc il faut trouver la place pour tout le monde, mais c'est vrai que l'hôtel, parce que c'est un vieux mode d'hébergement, entre guillemets, en tout cas le plus ancien, est certainement le plus concurrencé. C'est ça qui est difficile. Votre réaction? Le vieux étant en faisant référence à l'ancienneté, voilà. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est quand même un modèle que les gens connaissent. Voilà. Et peut-être que dans notre secteur de l'Ardèche, ça représente quelque chose qui n'est pas de cette, comment dirais-je, de ce tapanache-là, mais c'est peut-être un peu, comment dirais-je, la raison d'être de l'Ardèche. Ouais. Mais est-ce que les hôteliers aujourd'hui ont conscience de ce défi-là? Oui, tout à fait. Sauf qu'on est arrivé, comme disait le monsieur, c'est qu'il y a eu c'est un vieux modèle, donc les gens ne sont pas aperçus que
que les tendances changeaient, les clients ont changé, et d'un coup on se retrouve devant des normes à compenser qui ont plombé beaucoup de nos Donc un établissements. recours à l'emprunt, mais qui est assez important dans votre secteur, quand on l'accorde encore maintenant. Oui, mais qui est maintenant assez ça important. devient très difficile, les banques, c'est compliqué avec les banques. Par exemple. Ça a été toute la difficulté de la concurrence des chambres d'hôtes qui arrivaient toutes neuves pour concurrencer finalement un marché de l'hôtellerie qui devait se refaire ses normes. Mais aujourd'hui, donc, on est dans un marché qui bouge avec Airbnb et des modes de commercialisation qui changent. Eh bien, il faut en jouer de ces modes de commercialisation. Et peut-être que les pouvoirs publics doivent tricoter l'offre de l'hôtellerie avec l'Airbnb. Il y a bien un moment où il faut passer des clés, il y a bien un moment où il faut nettoyer. Et peut-être que ces appartements, il faut finalement garder des contacts avec Airbnb et travailler avec eux pour qu'un hôtel, et peut-être son hôtel, et peut-être aussi des maisons à offrir. Ah, je résiste pas à vous parler de Booking. Évidemment, forcément. Vous avez dû arriver au début en voyant l'Internet en disant « c'est génial Booking ». Et puis, on a bien vu qu'après, voilà, mais il y a toujours, même si cette semaine, semble-t-il, vous avez remporté une victoire, petite victoire. Une demi-victoire. Une demi-victoire. Mais... demi-victoire. Et c'est vrai que l'Internet, au départ, c'était fantastique parce qu'on a pu s'ouvrir au monde, tout le monde a... Le marché mondial, et vous étiez voilà, à bricoler chacun dans son coin. Est arrivé Booking, et pas seulement Booking, il y a d'autres choses qui arrivent. Et là, ça pose vraiment un problème, parce qu'à peu près entre 15 et 30% de commissions qui sont reversées comme ça. Et les gens, mais il faut reconnaître que c'est génial comme système. Je veux dire, vous cherchez une chambre, tapez... C'est génial, et entre nous, c'est irréversible aujourd'hui. Eh ben oui. C'est irréversible. C'est pour ça, on ne peut pas aller contre la marée. Mais quand même, je pense que si les pouvoirs publics, c'est à eux un peu à tricoter, comme vous dites, éventuellement à réguler le système, parce que je pense que tout le monde s'est laissé prendre de vitesse par ça. Et ça ne peut pas durer comme ça, puisque autrement on ne pourra plus jamais investir dans le système. Je voudrais également rappeler que l'hôtellerie me paraît être en France la vitrine du savoir-faire professionnel touristique. Je voudrais quand même le rappeler parce que c'est souvent des hôtels qui marchent, c'est souvent des grands talents. Souvent des gens d'ailleurs qui ont à la fois un hébergement et un restaurant, sont souvent effectivement des affaires qui deviennent un petit peu emblématiques, la belle vitrine des stations ou des communes touristiques. Donc c'est important d'avoir une hôtellerie, de soutenir cette hôtellerie. Pour moi, c'est une belle carte de visite. Ouais. Je crois que le métier d'hôtelier et restaurateur, parce qu'en général on est hôtelier et restaurateur, c'est quand même un métier très très difficile. On est finalement... toujours, voilà, on est toujours au boulot. Et ce qui est dommage avec Booking, c'est que finalement, on avait là une opportunité intéressante, c'était que finalement, la distribution de son offre, elle a été organisée. Moi, je rejoins ce qui a été dit, c'est que finalement, moi, ce qui me gêne dans Booking, c'est pas tant la performance de Booking, parce que c'est une performance, donc c'est plutôt à saluer. C'est qu'on ne l'ait pas fait entre acteurs institutionnels. Ça, à mon avis, c'est dommage. Parce qu'on aurait pu, première destination mondiale, je le répète, être un peu plus coopératif, au bénéfice des opérateurs touristiques et de dire voilà, on crée la marque France et on dote la marque France d'un système de réservation de type Booking. Ça n'a pas été fait, donc on a laissé la porte ouverte à quelqu'un qui s'est engouffré dedans, des fonds de pension américains, c'est ça Booking aujourd'hui, avec des rentabilités très fortes derrière, et qui sont devenus tellement dominants qu'aujourd'hui ils sont incontournables. Ils sont tellement incontournables d'ailleurs qu'un hôtelier qui ferait plus de 50% de son chiffre d'affaires avec Booking, quand il va voir son banquier, le banquier lui dit attendez, oh là là, attendez, vous êtes tellement dépendant de votre distributeur que c'est dangereux. Donc voilà, c'est ça qu'on peut critiquer aujourd'hui. Booking a fait son boulot. Il permet, et je pense qu'il le fera encore plus demain avec un équipement comme celui-ci, il va permettre de vendre des hôtels dans le monde entier en disant venez voir la Caverne qui est un équipement unique au monde et voilà les hébergements qui sont à côté. Ça c'est bien. Alors aussi, on parle d'hôtels, mais il faut aussi savoir, c'est les restaurants. Parce que le jour, nous dans notre secteur, c'est des cafés, hôtels, restaurants qui étaient souvent jumelés. Et après, pour irriguer tout ce qui est le monde rural, quand on parlait tout à l'heure de vélo, quand vous faites une balade à vélo, puis vous êtes bien content de trouver une terrasse d'un bistrot pour boire un Vitel menthe ou une valse menthe plutôt chez nous. Voilà. Et ça va disparaître avec l'hôtel, puisque l'hôtel était la partie la plus lucrative, entre guillemets. Je continue d'être persuadée que ce qu'il faut en tout cas, ça vous motive l'hôtel. Ce qu'il faut faire, c'est travailler Airbnb plus l'hôtellerie. Parce que les gens qui vont aller dans...
n'oubliez pas la restauration. Mais justement, parce que les gens qui vont dans un appartement, ils vont avoir besoin de services. Et c'est ces services-là que Oui, l'hôtellerie sauf que doit le leur problème, apporter. si on enlève la partie hôtellerie de la partie restaurant, ben, la restauration, on le voit bien, les restaurants ont de la peine partout. Donc si vous leur Non, enlevez mais la partie hébergement... On n'enlève pas, on n'enlève pas. On joue avec, c'est-à-dire que c'est l'hôtelier qui doit ouvrir la porte Vous de partez ces de hébergements. l'hôtelier, mais vous ne parlez pas de l'hôtelier restaurateur. Pas pareil. Un mot, mesdames, messieurs, sur la génération Y. Hein, cette génération qui sera le cœur des touristes dans 10 ans, qui a des demandes aujourd'hui qui sont importantes, par exemple sur le Wi-Fi, sur les réservations, sur le design aussi peut-être. Est-ce que ça, vous commencez les uns les autres à y réfléchir? Elle n'a pas encore forcément toujours les moyens aujourd'hui financiers de pouvoir être, mais ce sont les touristes de demain. Est-ce que déjà, dans les stratégies, vous intégrez cette demande-là? On l'intègre d'autant plus que, il faut être honnête, on ne sait pas parler aux jeunes. On ne sait pas parler aux jeunes. Il faut apprendre effectivement à communiquer, à parler, à intéresser les jeunes. C'est complètement différent. C'est pas du tout les mêmes choses, c'est pas les mêmes envies, les mêmes ressources, la même façon de communiquer. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a marqué, on a organisé très récemment à l'interne de la structure Savoie-Mont-Blanc, un séminaire sur la clientèle jeune. On a fait venir des spécialistes pour leur dire, expliquez-nous un peu, parce qu'on ne comprend pas bien. Et ils nous ont décrypté des choses, ils nous ont dit, mais attendez, il faut changer de planète, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas proposer les mêmes choses aux jeunes. Ils ne sont absolument pas du tout réceptifs à ce que vous leur proposez. Ils m'ont appris un truc que j'avais oublié, parce que pourtant, effectivement, j'ai 2 fils aînés. Ils m'ont dit, mais aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est voir le monde. Ils veulent voyager, ils veulent découvrir le monde. Le monde est ouvert. Donc, est-ce qu'ils vont vouloir aller faire du ski alors que pour eux, ils rêvent de partir découvrir la planète? Voilà, ben, il y a du travail. On dit qu'il y a à peu près aujourd'hui 1 milliard de touristes dans le monde quand on... oui. Et je crois dans 10 ou 15 ans, on multiplie par 2. Oui, mais le nombre de destinations, on le multiplie par 3. Voilà. Et le nombre de destinations par 3, d'accord. Oui, mais l'explosion, elle est c'est effrayant, Claude Belin. Hein? Non, parce ou alors il faut tant qu'on ne le sait pas, ça va, mais maintenant il va falloir l'intégrer dans vos stratégies aussi, et puis en parler peut-être pour effectivement les ramener. Quoi, oui, mais je pense qu'il y a aussi pour tous les âges et pour toutes les clientèles. Je veux dire, celui-là qui aujourd'hui veut partir découvrir le monde, dans 10 ans ou dans 15 ans, quand il en aura fait le tour, il dira peut-être je vais... Et cette génération-là, parmi les demandes, elle demande des prix qui sont bas aussi. Oui. En tout cas, c'est ce qui ressort d'un certain nombre d'études. Ça, les prix, c'est un de vos soucis dans votre secteur aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même une tendance à la baisse du prix qui est quasiment structurelle. Oui, comme dans tout le commerce aujourd'hui, quoi. Donc les gens recherchent au prix, mais pas forcément. C'est pas parce qu'à un moment donné, c'est l'envie qui se passe. On dit le prix c'est une chose, et puis à un moment donné, vous savez pas pourquoi le client il dit oui, ok, je prends cette prestation. C'est pas forcément. Moi, je crois que si on ne s'occupe pas effectivement de la clientèle jeune, elle va s'occuper de nous. En tout cas, elle va trouver les réponses. Moi, je suis assez pas dubitatif, assez étonné, mais très positivement, par contre, de voir que Airbnb, c'est des étudiants américains, Blablacar, c'est des étudiants français. Et Blablacar, c'est quoi? C'est des étudiants qui disent les transports publics sont trop chers. Et c'est vrai qu'ils sont trop chers pour des jeunes. Donc, on trouve des solutions alternatives. Bon, il faut peut-être aussi considérer que c'est assez positif. Maintenant, il ne faudrait pas que ce soit toujours alternatif en opposition à, parce que sinon, effectivement, ça devient concurrentiel. Mais les jeunes n'ont pas de limite, finalement. Hein, et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans cette génération Y. Ils révolutionnent, y compris le monde du tourisme, parce qu'après tout, des jeunes qui montent à 5 dans une voiture pour descendre en Ardèche, visiter les grottes, c'est mieux que des jeunes qui ne partent pas du tout parce qu'ils n'ont pas les moyens. Hein. Et puis franchement, on l'a tous fait ça, non? De monter à 5 dans une voiture pour et puis on utilise aussi Blablacar parce que c'est chouette, parce qu'on peut aller n'importe où et que ça va vite. Donc il ne faut pas s'en priver. On l'a tous fait, mais on ne l'a pas industrialisé tel que c'est fait aujourd'hui. Alors avant de faire le point sur l'info régionale, on va rejoindre une dernière fois Bérangère Bourgeot avec son groupe de touristes. Alors Bérangère, c'était comment? La visite est terminée, je vous l'ai dit, elle est allée crescendo. Nous sommes devant le dernier et le plus beau des panneaux, le panneau dit des lions. Je suis donc avec 4 de nos téléspectateurs. C'est l'occasion pour nous de leur demander ce que vous avez pensé de la visite. Eh bien, c'est surprenant, puis ça donne envie de voir les vrais, du coup. Et vous, votre visite vous a plu? Oui, surtout on a eu un guide assez spécial qui c'était très intéressant. En plus, il n'y avait pas trop de monde. Je suis très content, quoi. Qu'est-ce qui vous a marqué?
un peu toutes les petites histoires et les peintures et surtout que c'est artificiel, que rien n'est vraiment vrai et c'est du boulot et c'est sympa quoi, de voir ça. Monsieur, est-ce que votre visite vous a plu? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une vraie grotte? Oui, c'est vraiment l'impression que ça me donne et je pense que ce facsimilé va apporter, j'espère, beaucoup de visites et en fait c'est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il y a une paroi qui vous a plus touché? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez particulièrement retenu? La dernière, là, cette dernière paroi qui est fabuleuse, où on voit vraiment des dessins préhistoriques extraordinaires. Et vous, monsieur, que retiendrez-vous de votre visite? D'abord, le travail extraordinaire d'il y a 36 000 ans. Ça, c'est merveilleux, avec ces courbes, ce dessin merveilleux. Voilà, je crois que c'est ce que je retiens. Et mis en situation ici, c'est bluffant et je crois que le public va adorer. Je vous remercie. Eh bien voilà, Olivier, les téléspectateurs vont maintenant se diriger vers la galerie de l'Aurignacien pour comprendre un peu mieux quelle était la vie de ces hommes qui ont peint les cavernes. Comme plus de 300 000 visiteurs viendront ici chaque année et déjà avant l'ouverture, 65 000 tickets d'entrée ont été vendus. Merci Bérangère, merci à votre groupe témoin d'avoir, on peut le dire, revisité le mythe de la caverne. Merci à vous, madame, merci à vous, messieurs, d'avoir fait pour certains un long chemin pour venir sur le plateau de la Voie libre. On va se retrouver après quelques images à caractère commercial et puis après le journal régional, bien sûr, pour parler d'un autre type de tourisme, le tourisme de ville, le tourisme urbain et le tourisme d'affaires. Donc je vous dis dans quelques minutes. Voilà. Pour faire une bonne sardine parmentier, il faut choisir des sardines pêchées à la meilleure saison. Il faut les préparer soigneusement à la main. Vous, votre travail, c'est de faire ça. Parmentier, petite boîte, grand moment. J'en avais assez de me réveiller la nuit. Grâce à Nova Nuit et sa triple action, je m'endors plus facilement et ne me réveille que quand je l'ai décidé. Nova Nuit, pour le sommeil dont vous rêviez et sans dépendance. Numéro 1 des compléments alimentaires sommeil en pharmacie. Lot numéro 45, une magnifique nature morte du XVIIIe siècle. Commençons à 3 000 €. Allez, des courgettes, des tomates, ils sont bons mes légumes, ils sont frais mes légumes. La Salvetta, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Ma cuisine est toujours impeccable, mais mes plaques vitrocéramiques, elles sont vraiment ternes. Est-ce que je les nettoie correctement? Tous les produits ne se valent pas. C'est pourquoi nous recommandons seulement Vitroclaine. Les résultats sont parfaits sur les plaques vitrocéramiques et à induction. Vitroclaine, et vos plaques restent comme neuves. Et pour une protection efficace, Vitroclaine existe aussi en crème. Je croyais tout savoir sur les os, jusqu'au jour où, malheureusement, ma mère m'a prouvé le contraire. Pourtant, elle a une bonne habitude pour ses os. Elle mange des produits laitiers tous les jours. C'est là que j'ai appris que la vitamine D, c'est important. Pourquoi? Parce que ça aide à fixer le calcium pour la santé des os. Et j'ai découvert Câlin Plus. Câlin Plus est le premier à apporter 100% des besoins quotidiens en vitamine D. Alors moi, j'ai pas attendu de faire de vieux os pour m'y mettre. Câlin Plus, calcium et vitamine D pour la santé des os. Bonjour, bienvenue dans votre journal régional. Un dramatique accident causé par un véhicule roulant à contresens. Dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'A6 près de Mâcon, un conducteur aurait volontairement fait demi-tour par jeu ou par défi avant de percuter une voiture et un poids lourd. La collision a fait 2 morts et un blessé. Une enquête a été ouverte par le parquet de Mâcon.
La protection des églises pourrait être renforcée. Suite à l'attentat évité à Villejuif dimanche dernier, des instructions ont été données par le ministère de l'Intérieur. Policiers et gendarmes vont prendre contact avec les paroisses du Rhône afin de mettre en place d'éventuelles mesures de sécurité, limitation des accès ou vidéoprotection. C'est l'événement du jour. En Rhône-Alpes, tous les regards sont tournés vers l'Ardèche où la caverne du Pont d'Arc ouvre enfin ses portes au public. 3000 visiteurs sont attendus aujourd'hui pour admirer cette réplique de la grotte Chauvet et de ses peintures vieilles de 36 000 ans. Bérangère Bourgeot, vous étiez sur place ce matin à l'ouverture. Alors, il y avait du monde pour ce premier voyage dans le temps ? Oui, Sandra, dès 9h, une cinquantaine de visiteurs faisaient la queue devant la grille, un peu comme un jour des soldes. Alors parmi eux, des Ardéchois, des locaux, mais aussi des voisins de la Drôme et des touristes étrangers. Alors à l'ouverture des portes, ils se sont tous dirigés vers le fond du site, vers la caverne, où ils ont été pris en charge par un des 13 guides présents aujourd'hui, par petits groupes de 25 personnes. Les visites, elles, ont commencé à 10h pour une durée d'environ 1 heure à l'intérieur de la réplique. Le parcours fait à peu près 300 mètres. Et elles vont s'enchaîner ainsi toutes les 4 minutes jusqu'à ce soir. Alors ces visiteurs, ces tout premiers visiteurs avaient vraiment hâte d'être là. Certains avaient même réservé leur billet il y a presque un an à l'ouverture de la billetterie. Je vous propose de les écouter. J'étais dans les premiers à réserver mon billet. Le 4 juillet, je l'ai réservé, vous vous rendez compte ? On vient pour une ambiance. Enfin moi, oui. Ressentir quelque chose, quoi. Ressentir ces premiers hommes, enfin, voilà. Ces premiers artistes, je sais pas. On va voir. Moi, je m'attends à quelque chose d'émouvant. Parce qu'on va quand même à la rencontre de nos racines, quelque part, de nos racines. J'ai de la famille qui est d'origine du Périgord, donc je connaissais Lascaux 2. On a dit tiens, on va visiter une nouvelle réplique avec des infrastructures qui sont gigantesques. Donc on a vu un reportage, donc voilà. On va pouvoir comparer. Voilà, je pense que la comparaison sera difficile parce que là c'est gigantesque, donc je pense que ça sera super. Merci Bérangère, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On retrouve à présent La Voix est libre et Olivier Michel. Retour dans La Voie est libre, retour dans la caverne du Pont d'Arc qui ouvre aujourd'hui au public, 20 ans après la découverte de la grotte Chauvet. Mon invité pour cette deuxième partie, Jean-Michel Daclin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Office de tourisme de Lyon, vous êtes également le président d'Only Lyon. Alors on expliquera dans un instant ce qu'est Only Lyon, mais d'abord votre réaction après avoir fait cette visite. Écoutez, moi je suis un grand amateur et un grand collectionneur de peintures. Et je trouve que je suis effaré de voir que ces gens ont inventé l'art graphique, la perspective, les volumes, il y a 36 000 ans. Non mais c'est incroyable quand même. Ouais, c'est incroyable. La manière dont ils utilisent aussi effectivement. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît d'habitude, traditionnellement, je trouve ça extraordinaire. Le volume est absolument formidable. Alors Only Lyon, si mes cours d'anglais ne sont pas totalement oubliés, ça veut dire seulement Lyon ou Lyon seulement ? Oui, c'est surtout alors, un anagramme. C'est un jeu de lettres, C'est il n'y a pas un jeu de mots, mais un jeu de lettres. Mais seulement Lyon, c'est presque limite vaniteux, un peu présomptueux. Oui, c'est ce que certains m'ont dit. Il y en a d'autres qui m'ont reproché d'être en anglais. Je crois que le problème est très simple, on avait besoin d'une marque. Pourquoi une marque ? D'abord parce qu'on s'est rendu compte, c'est amusant, on était à Pékin avec le président de la Chambre de commerce et le sénateur maire du Grand Lyon, et on voyait une phrase disant blablabla, Lyon est formidable, et dessous il y avait 13 signatures. Et on s'est rendu compte que c'était aberrant que la Chambre de commerce parle dans son coin, le Grand Lyon de son coin, l'université. Et donc on a pris une signature unique pour tout le monde. Alors ça c'est le premier objectif, d'être efficace, d'être un levier. Quand vous êtes 13 à parler avec la même signature, c'est plus fort que quand vous parlez dans votre coin. Et deuxième chose, je crois que c'est même le plus important, c'est qu'un Lyon, c'est plus que Lyon. C'est-à-dire que ce qu'on donne dans une marque, c'est du contenu, de l'affectif, tout un tas de on est vraiment dans le marketing, là. On est dans le marketing et ça marche très bien. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que Lyon, c'est plus que Lyon, que Saint-Étienne vient de nous rejoindre et que Saint-Étienne, dans des actions internationales, Saint-Étienne et Lyon sont sous la bannière Only Lyon. Et donc ça montre bien que la marque dépasse simplement le simple territoire. Alors je vous le disais il y a quelques minutes, on va parler de tourisme urbain, vous l'avez compris, de tourisme d'affaires à Lyon. Alors pourquoi à Lyon ? Parce que Lyon, c'est la deuxième zone touristique de la région Rhône-Alpes-Auvergne, la deuxième zone après la vallée de la Tarentaise. Sur la métropole, le tourisme, eh bien, ça représente 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et ça occupe à peu près 25 000 personnes.
eux ont choisi Lyon en tout cas pour faire du tourisme. Et ce n'était pas forcément la destination qui leur était venue en tête de manière spontanée. Claire Chéripela et Jean-Éric Gay sont allés voir ces amateurs de tourisme dans le Vieux-Lyon. Le point de vue est incontournable, celui posé sur une ville qui prend le temps de se dévoiler aux regards étrangers. Je discute avec des amis parisiens, personne ne connaît Lyon alors que vraiment c'est à côté. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais c'est vrai que ça a une réputation plutôt de ville endormie, etc. Mais au final, non, c'est assez vivant et c'est vraiment joli en plus. Au fil du temps, les préjugés cèdent et les charmes de la ville s'éveillent. Avec ses 6 millions de visiteurs cette année, Lyon accueille des touristes venus de plus en plus nombreux et de plus en plus loin. Près de la moitié d'entre eux sont étrangers. C'est la deuxième ville après Paris en France. J'imagine que la plupart des gens connaissent. On peut se cultiver, visiter des parcs, l'aquarium, le planétarium, faire du shopping. C'est un très bel endroit. Les séjours s'allongent. Les touristes passent en moyenne 3 jours pour parcourir la ville. Et parmi les lieux phares du patrimoine lyonnais, le Vieux-Lyon reste particulièrement prisé. J'ai commencé en 98 avec le grand boom qui a été le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je veux dire, ce boom-là, on est toujours dessus, puisque ça ne s'est pas arrêté depuis et que d'année en année, on gagne effectivement de la clientèle, des visiteurs. Longtemps ville de passage, Lyon tente à devenir une ville de destination. Le rayonnement de la Fête des Lumières a contribué à donner à Lyon une dimension internationale. Pourtant, sa notoriété n'égale toujours pas celle d'autres grandes villes européennes. La grande difficulté pour Lyon, c'est d'arriver à exister, à se renforcer, alors que la région Rhône-Alpes est une région extrêmement attractive. Il y a les clientèles qui passent à proximité de Lyon pour aller dans les stations de montagne, et puis il y a celles qui vont en tourisme rural, en Ardèche, dans la Drôme. Donc c'est difficile d'exister en tant que tel. Mais Lyon n'a pas dit son dernier mot. L'arrivée de l'Eurostar en mai prochain pourrait renforcer la présence des touristes britanniques, jusqu'à présent timides dans la capitale des Gaules. Jean-Michel Daclin, votre réaction par rapport à cette dernière interview de l'expert de ProTourisme qui dit que Lyon a du mal finalement à garder. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Ça, j'en étais sûr. Pour une raison simple, on va être basique. Vous savez qu'il y a un classement qui est fait par les touristes qui s'appelle TripAdvisor. Et Lyon est actuellement numéro 3 et c'est hissé à la 3e place des destinations préférées des touristes étrangers en France. Donc aujourd'hui, Lyon est une ville qui attire beaucoup. Et la comparaison avec Rhône-Alpes, c'est vrai que statistiquement, nous sommes le 2e pôle, le Rhône-Alpes, et c'est vrai que statistiquement, il y a beaucoup de touristes qui viennent en Rhône-Alpes, mais très peu viennent en Rhône-Alpes. Ils viennent à Lyon ou dans le Mont-Blanc, mais peu en Rhône-Alpes. En fait, le problème on pose un problème de notoriété. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que Lyon fait partie des pôles d'attraction et d'attractivité. Il n'empêche, vous êtes en concurrence aussi avec d'autres villes européennes sur ce marché-là, je dirais, du tourisme urbain. On peut parler de Barcelone, mais il y a même de nouvelles destinations. On parle de Belgrade, de Graz, par exemple, de Bâle, de Turin. Pas facile. En fait, le tourisme urbain, c'est quelque chose de très simple. Les gens, ils ont envie de prendre une espèce de fenêtre de 3 jours ou de 2 jours dans leur mois et ils regardent les vols ou les TGV ou les vols low cost et ils choisissent une destination comme ça. Et c'est vrai que ce qu'ils recherchent, c'est le maximum d'émotions en minimum de temps. Et Lyon passe très bien parce que émotion gastronomique, émotion culturelle, vous avez de l'émotion du site UNESCO, vous avez un très bon accueil. Ça, ce point est important parce que je pense que c'est un des talons d'Achille français, c'est l'accueil. L'accueil, c'est-à-dire le sourire. Et vous dites on sait sourire là. À Lyon, on sait sourire contrairement à ce qu'on croit. Et on sait parler anglais? On peut s'améliorer, mais on peut s'améliorer dans toute la France d'ailleurs. Mais c'est une critique qu'on entend très régulièrement. Vous la connaissez cette critique, c'est la disponibilité hôtelière quand il y a de grands événements à Lyon ou même de grands congrès. On a du mal parfois à trouver des chambres d'hôtel à Lyon. On a 3 événements qui sont super bookés, qui font que comme dans des grandes villes européennes, quand il y a des très grands congrès ou des très grands salons, les gens habitent à 50 km, ce qui est assez courant pour des salons professionnels. Il n'y a pas... Je pense que le problème le nombre de chambres à Lyon a augmenté très fortement, quasiment entre 35 et 40% dans les 5 dernières années.
Et on est aujourd'hui avec 15 000 chambres. Et le gros problème que l'on a, c'est le gros porteur, dans un congrès, les gens aiment bien être dans le même hôtel pour se rencontrer dans le lobby. Et ça, c'est un petit peu notre problème. Et on se souvient aussi que Lyon a perdu un certain nombre de salons qui étaient importants. On va parler du tourisme d'affaires. d'affaires. Oui, mais on en gagne d'autres. Globalement, le nombre de salons, de journées congressistes est en développement régulier depuis très longtemps. Voilà, ça, je tenais à ce qu'on en parle absolument dans cette émission, parce que c'est un secteur qu'on ne connaît pas très bien finalement, ce tourisme-là, le tourisme d'affaires. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Le tourisme d'affaires, vous avez les gens qui viennent faire du business. Bon, Lyon a une activité économique qui marche bien, donc ça fonctionne. Vous avez deux secteurs, le salon, qui généralement se rattache à une activité économique assez forte dans la région qui nous concerne. Vous aviez des salons du textile, vous avez des salons du CIRA étant la bonne illustration en matière de gastronomie et d'agroalimentaire. Et puis vous avez les congrès qui sont amenés généralement par des associations. Et Lyon est le spécialiste et le champion de toute catégorie de tout ce qui est congrès médicaux. 3,2 jours pour un étranger, 2,4 jours pour un Français, 300 € par jour pour un congressiste étranger, 170 €. Donc on sent que là, c'est quand même, ça pèse. C'est business, c'est du vrai business. Vrai business, oui. Et là, du coup, évidemment, le poids des politiques, je dirais, de ceux que vous représentez, finalement... La politique qu'on a menée a été de booster ça dès 2001, et bon, on continue à le booster, et on a repris le relais en 2008 par le tourisme d'agrément. Aujourd'hui, on a un équilibre qui se fait au niveau de l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'on remplit pas seulement la semaine avec le tourisme d'affaires, mais également le week-end avec le tourisme d'affaires. Lyon, capitale de la gastronomie, on a vu que c'était pas évident, en tout cas, à monter au niveau institutionnel. Lyon reste quand même toujours rattaché à la gastronomie, mais la France, peut-être de moins en moins. Ça aussi, c'est une donnée qui change ces dernières années. Oui, la France doit se réveiller sur la gastronomie, parce qu'aujourd'hui, Lyon préside, et je suis le porte-parole, on préside le réseau mondial des villes gastronomiques, et aujourd'hui, il y a une concurrence incroyable sur ce thème-là, c'est-à-dire que toutes les villes veulent s'appréhender cette chose-là, parce que ça veut dire qualité de vie, ça veut dire marketing, ça veut dire business, ça veut dire tout un tas de choses. Et c'est vrai que la France a plutôt tendance à dire qu'elle était bien, et puis les villes étrangères disent oui, gastronomie française formidable, gastronomie du XXe siècle, mais le XXIe siècle, c'est nous. Rhône-Alpes, c'est 310 millions de bouteilles commercialisées, je ne sais pas si vous le saviez, 4e région productrice de vin, et on dit que dans 10 ans, ce sera peut-être en gros la première destination de l'œnotourisme. Et j'ai entendu une critique concernant Lyon en disant « À Lyon, ça sent pas le vin ». Je ne sais pas, ça dépend des endroits où vous allez, on ne doit pas aller dans les mêmes endroits. Vous voyez l'image, bien sûr, oui, c'est en fait la ville de Lyon, non, l'œnotourisme fait partie de nos actes. Si vous voulez, actuellement... l'énotourisme, les Grottes Chauvet, tous ces éléments qui sont en train d'émerger de partout, on se rend compte qu'aujourd'hui, le tourisme, qui était souvent mono-activité, est en train de s'élargir beaucoup en se diversifiant. Et ça nous amène à beaucoup travailler avec nos confrères, à travailler avec le CRT, à travailler avec Saint-Étienne, avec le Beaujolais, avec le Côte-du-Rhône, avec l'Ardèche, puisque je vais prendre rendez-vous, je vais le voir, le Savoie-Mont-Blanc. L'idée étant de travailler ensemble pour chasser en meute et vendre la région. Chasser en meute, on savait ce que ça voulait dire dans la grotte Chauvet. Je voulais que vous me parliez aussi de l'effet classement. Ça a été un levier formidable pour le tourisme à Lyon. Les classements UNESCO, vous voulez dire, oui, pardon, le classement UNESCO. Écoutez, c'est un effet ambigu. Il y a eu à l'évidence un booster au démarrage, et aujourd'hui il y a beaucoup de villes qui sont UNESCO, donc on ne peut pas... D'accord. Donc il y a une relative banalisation, mais c'est un élément de réassurance extrêmement fort. Et y compris et surtout dans les congrès. Vous ne pouvez pas savoir comment, dans les congrès, où la concurrence internationale est très très vive, vous arrivez avec un kit, avec la gratuité de transport en commun, le fait qu'il y a un site historique formidable, le fait qu'il y a tout un kit que vous montez, et là le site UNESCO amène beaucoup. La région Rhône-Alpes-Auvergne, ça change quelque chose pour vous ou pas ? Oui, parce que la logique va faire de Lyon la capitale de cette grande zone, et cette zone est une grande zone touristique, et on doit à cet égard changer notre point de vue. Sachant que beaucoup de Lyonnais vont en Auvergne, et vice-versa, en fait, il y a beaucoup d'échanges. Merci beaucoup Jean-Michel Daquin d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé à fabriquer cette émission, qu'ils soient France 3 Alpes, France 3 Auvergne, France 3 Rhône-Alpes ou bien ici, donc à toute l'équipe qui était dans la caverne du Pan d'Arc. Un merci
un peu spécial et je dois vraiment le formuler à Michel Chiche, notre directeur d'antenne, qui désormais aura beaucoup de temps pour faire, comment dire, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Il pourrait faire du tourisme, bien évidemment. Voilà, on n'en a pas fini en tout cas avec la caverne du Pont d'Arc aujourd'hui, loin de là. Je vous conseille, je vous suggère, je vous enjoins de regarder cet après-midi France 3 à 15h20 pour une autre émission spéciale consacrée entièrement à la grotte Chauvet et à sa réplique. Vous verrez entre autres un magnifique documentaire sur la conservation de la grotte Chauvet. Voilà, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. La semaine prochaine, la voie libre reprend son rythme de croisière. Très bonne journée à tous.